Vous regardez 64 minutes, bienvenue. Notre débat ce soir nous emmène en Ukraine. La bataille de Pokrovsk sera-t-elle décisive? Les combats font rage dans cette ville ukrainienne. Elle se trouve à l'est, dans le Donbass, une région limitrophe avec la Russie. C'est une place stratégique. Si elle tombe aux mains des Russes, quelles conséquences? On en débat avec mes invités. Aline Lebaï-Kremer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, notamment pour la revue ukrainienne Tijden et cofondatrice de Stand with Ukraine. Merci d'être avec nous. Ulrich Bouna, bonsoir. Bonsoir. Analyste géopolitique, Europe centrale Est, Ukraine, chercheur associé à Eurocréative. C'est un groupe de réflexion français. Et nous sommes en direct avec Pierre de Jong, ancien colonel de marine, on en discutait il y a l'instant, et cofondateur de l'Institut Thémis. Merci d'être avec nous dans 64 minutes. Avant de vous donner la parole, Grégory Fontana va nous faire un point terrain. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Où en est Pokrovsk? Pokrovsk, je vais y arriver. Allez-y. Alors, sur le terrain, si on se réfère à la population, ça se résume essentiellement aujourd'hui en un avant et un après. Avant la guerre, plus de 60 000 habitants habitaient dans cette ville. Une ville qui est essentiellement connue pour sa mine de charbon, l'une des plus productives du pays. Et bien aujourd'hui, après plus d'un an et demi de combat, la ville est totalement dévastée, vidée de ses habitants qui ont préféré fuir dès le début de l'offensive russe. Il n'en resterait aujourd'hui que quelques centaines, voire un millier tout au plus. Et pourquoi cette ville est stratégique? Eh bien, c'est bien simple. Tout d'abord, on l'évoquait à l'instant, en raison de cette fameuse mine de charbon, la seule du pays à pouvoir produire du coke. C'est un élément essentiel pour fabriquer de l'acier et c'est donc vital pour l'industrie militaire, surtout quand on est un pays en guerre. Perdre la ville, c'est donc à terme importer du charbon plus coûteux pour fabriquer des armes et se priver également d'exportations qui se chiffrent en milliards d'euros. Alors même si aujourd'hui la mine est fermée, elle reste un objectif hautement stratégique pour l'avenir. C'est d'ailleurs en grande partie pour cela que l'armée ukrainienne en a fait, dès le début de cette guerre, l'une de ses principales places fortes. Et cette ville est surtout convoitée pour sa position géographique. Oui, c'est une ville clé au cœur d'un nœud de communication dont les routes et les voies ferrées conduisent vers l'ensemble du territoire ukrainien, notamment quand on vient de l'est du pays, et c'est le cas de l'armée russe. Vous poussez vers le nord, vous atteignez la capitale régionale, Kramatorsk. Un peu plus haut, Sloviansk, où l'on fabrique d'ailleurs du coke pour faire justement de l'acier. La chute de la ville permettrait également de progresser en direction de l'ouest, en direction de Dnipro. Et ça, c'est la troisième ville du pays. Un secteur où les forces ukrainiennes sont beaucoup moins présentes qu'ailleurs, ce qui poserait aussi des problèmes de ravitaillement pour les soldats ukrainiens. Enfin, il ne faut pas oublier, pour terminer, les motivations de Vladimir Poutine. C'est son grand rêve d'une grande Russie pour qui la région du Donbass est une partie intégrante de son territoire. Merci Grégory pour cette mise au point. Alors Ulrich Bouna, la chute de Pokrovsk peut-elle marquer un tournant dans cette guerre? Très honnêtement, je pense pas. Alors effectivement, je pense que ça a été très bien présenté. C'est une ville qui a une valeur symbolique très importante. Effectivement, il y avait puisqu'elle n'est plus utilisée, cette fameuse mine de coke. C'était un centre logistique important de l'armée ukrainienne. Ça l'est plus depuis plusieurs mois. Les Ukrainiens se sont adaptés. En fait, l'armée ukrainienne s'est adaptée à partir du moment où Pokrovsk a été à moitié encerclée et au moment où elle était vraiment à portée de tir des drones et de l'artillerie russe. Les Ukrainiens se sont adaptés. Donc désormais, si les Russes prenaient la ville de Pokrovsk, que c'est probable qu'ils la prennent, il y aura une valeur symbolique importante. C'est l'une des dernières villes du sud du Donbass que les Russes ne contrôlent pas. Donc ce sera une valeur symbolique et il est probable que la propagande russe en fera des caisses là-dessus. Surtout que ça fait un an qu'ils n'ont pas conquis de grandes villes. Mais en revanche, à mon sens, ça ne bouleversera pas le front sur l'Ukraine. Les Ukrainiens se retireront d'une dizaine de kilomètres et on recommencera sur les villes d'après. D'accord. On va voir si Pierre de Jong est d'accord avec cette analyse. Pierre de Jong. Oui, d'une façon générale, effectivement, vous avez raison. Alors, il y a un point particulier, c'est l'aspect symbolique, parce que c'est vrai que les Russes n'ont pas conquis de grandes villes depuis la bataille d'Advitka, donc en février 2024. Donc, Poutine a absolument besoin, d'avoir une victoire à présenter non seulement au peuple russe, mais également à Trump, parce qu'il a Trump qui regarde par-dessus son épaule. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Pokrovsk caractérise vraiment une méthode de combat tant russe qu'ukrainienne, c'est qu'en fait, ce que j'arrive pas à comprendre,
comprendre, si tant est que cette ville n'a pas d'importance ou plus d'importance, tel que vient de le dire votre correspondant. Le problème, c'est pourquoi ne manœuvre-t-il pas? En fait, visiblement, les Ukrainiens veulent garder cette ville, d'autant que, au-delà de l'aspect purement économique, tel que vous l'avez évoqué avec les mines de charbon, le problème de Pokrovsk, c'est un peu la route ouverte dans deux directions, vers le nord, vers Kramatorsk, mais aussi vers le Dniepr. Et à partir à partir de Pokrovsk, vous avez une espèce de pente douce qui descend en direction du Dniepr. Donc effectivement, les Ukrainiens n'ont aucun intérêt à lâcher, à court terme, à lâcher Pokrovsk. Mais le problème, c'est qu'après, ils n'ont pas de solution, je dirais, ferme pour tenir face à un déferlement ou en tout cas face à l'avancée des Russes. C'est très important parce qu'après, qu'est-ce que vous avez? Ils essaient pourtant, parce qu'il y a eu ces forces ukrainiennes spéciales. On a l'impression qu'ils y tiennent quand même, parce qu'ils ont envoyé des forces spéciales le week-end dernier. Pour l'instant, ça tient. Et hier encore, on va entendre le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'expliquer. Et lui, il reconnaît que c'est compliqué. Hein, on l'écoute. Pokrovsk, eh bien vous savez, la situation est difficile. L'ennemi a lancé des offensives le 5 novembre et les poursuit depuis, utilisant des véhicules blindés. Il a subi des pertes de matériel, mais son objectif principal reste l'occupation de Pokrovsk au plus vite. Cet objectif demeure. Le nombre d'assauts en témoigne. 220 attaques ont été menées sur Pokrovsk en 3 jours. Dans la ville même, selon nos informations, d'après les militaires, on compte 314 Russes. Quant aux forces déployées en périphérie et qui progressent dans cette direction, vous savez qu'elles sont très importantes. Aline Lebay-Kremer, est-ce que c'est symbolique? Parce qu'on voit bien que les deux camps, quand même, montrent qu'ils sont présents dans cette ville. C'est au-delà du symbolique. Maintenant, du côté ukrainien, d'une manière générale, ce qu'on oublie quand même, c'est que c'est une ville ukrainienne. Donc l'Ukraine, d'une manière, grosso modo, depuis le début, elle n'abandonne personne, elle ne lâche aucun territoire. C'est aussi une histoire, c'est un patrimoine, c'est des gens, il y a tout ça qui se joue. Il n'y a aucune raison pour l'Ukraine que de ne pas s'acharner à défendre le moindre kilomètre carré de l'Ukraine, ce qu'ils ont fait depuis le début. Donc il y a effectivement une logique militaire à tout ça, bien sûr, mais il y a aussi une logique d'État, une logique de pays, une logique de peuple, une logique de nation qu'on a tendance à passer sous les radars. Mais grosso modo, l'Ukraine se bat aussi. Et ce qui rend les choses difficiles, il y a un peu plus de civils que ça. Il en reste autour de 1200. Et c'est d'ailleurs pour cela que les Russes, si je puis me permettre, que les Russes se cachent en civil dans les petits groupes infiltrés. Ils se cachent sous l'allure de civils, ce qui rend aussi extrêmement compliqué les actions, en effet, vous l'avez dit, des forces d'assaut qui ont été déployées, de toutes les forces d'élite d'assaut, du renseignement militaire, du SBU, avec des descentes sur place, tant la situation est compliquée et importante pour l'Ukraine, d'ailleurs certains au commandement. Volodymyr Zelensky lui-même a fait le déplacement. Boudanov, le chef du SBU des renseignements ukrainiens, a fait le déplacement aussi. Donc c'est extrêmement pour l'Ukraine, pour des raisons, on va dire, nationales, et deux, stratégiquement, pour nous, militairement et aussi d'un point de vue politique, parce qu'il est hors de question pour l'Ukraine d'offrir sur un plateau une victoire à Poutine. Alors, vous parliez, Ulrich, de narratif, je finis parce que c'est important, de narratif sur lequel la Russie risque d'engranger. C'est déjà le cas. Et de rappeler quand même que Pokrovsk, en 18 mois, il n'y arrive pas. À l'heure où on parle, la ville n'est pas encerclée, la ville tient, donc il n'y arrive pas. Et c'est une petite ville, ce n'était pas une grande ville. Et je voulais juste modifier, Dnipro n'est pas la 3e ville d'Ukraine, c'est Odessa. Voilà, c'est noté. La 4e. Alors on va voir ce qu'on en pense à Kiev. Alors c'est vrai que c'est compliqué d'être en direct de Kiev, puisqu'on l'a dit dans ce journal, il y a beaucoup de frappes, et notamment tout ce qui est électricité est très très abîmé. Donc Maureen Mercier, notre correspondante, nous confirme que cette bataille est tout sauf symbolique pour les Ukrainiens. Pour les Ukrainiens, on n'est pas du tout dans le symbolique. Ici, la question qui tord le ventre, la question c'est combien de nos soldats allons, nous, encore perdre dans cette bataille. Ici, jusque dans la capitale, je crois qu'il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on vous annonce la mort supplémentaire d'un soldat à Pokrovsk. J'ai pu échanger avec plusieurs soldats sur place, ils le disent, on n'arrivera pas à tenir. Pour eux, ça semble inéluctable. Oui, la ville tombera. La Russie, vous le savez, elle s'est emparée d'une immense majorité du Donbass. Elle se donne les moyens nécessaires pour prendre la ville.
En Ukraine, je crois que tout le monde le comprend, ici l'armée, si elle doit tenter de résister à Pokrovsk, c'est pas dans l'espoir de sauver la ville, de sauver ses terres. Non, elle n'a pas les moyens de cela pour l'heure. Si elle doit tenter de résister, c'est pour maintenir le plus longtemps possible cette ligne de défense à l'est, pour éviter qu'ensuite la Russie continue à envahir le pays. Une fois qu'on a expliqué ça, je crois qu'il faut aussi mentionner cette angoisse qui plane. L'angoisse de voir peut-être un commandement ukrainien s'obstiner dans les semaines à venir, ordonner trop tard le retrait de Pokrovsk, ce qui provoquerait des pertes humaines supplémentaires. C'est une Ukrainienne qui me résumait les choses ainsi tout à l'heure. Elle m'a dit on ne peut qu'espérer que les autorités ukrainiennes fassent pas preuve d'entêtement, d'obstination, sans quoi, je la cite, elle m'a dit, sans quoi elles feront le jeu de la Russie qui cherche non pas uniquement à prendre nos terres, mais à nous tuer au maximum. Ulrich, vous vouliez réagir? Oui, ça c'est un sujet aussi très important. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une volonté de tenir au maximum le terrain pour essayer de tuer autant de Russes que possible. Je pense que, voilà, pour résumer les choses simplement. Après, le risque de cette stratégie, c'est qu'effectivement, il faut bien comprendre que pour sortir de cette espèce de chaudron de deux villes qui sont Pokrovsk et Myrnorad juste à côté, il y a une espèce d'étroit goulet de moins d'une dizaine de kilomètres, puisque les Russes tiennent vraiment les deux villes en tenaille. Et effectivement, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force d'amener des troupes, si à un moment il faut se retirer, il va falloir les retirer sous le feu russe. Et c'est une vraie quadrature pour les Ukrainiens. C'est-à-dire à quel moment on estime que il y a plus de risques à rester sur place et donc potentiellement à ne plus pouvoir retirer les troupes qui risquent d'être prises sous le feu russe versus tenir le maximum de temps pour tuer le plus de risques possible. C'est un vrai choix politique à faire de la part de Volodymyr Zelensky et c'est un choix très complexe. Un choix, voilà, effectivement. Mais alors là, on a vu quand même que enfin, je sais pas si on peut dire, l'armée ukrainienne a beaucoup de mal à faire des rotations. On a vu le président Zelensky récompenser 2 soldats qui sont quand même restés 165 jours sur une position. Pierre de Jong, ça c'est un mauvais signal pour l'armée ukrainienne. Elle n'a pas de renfort. Alors c'est le problème, c'est que l'armée ukrainienne a des problèmes d'effectifs, mais également des problèmes de matériel. C'est le premier point. Le deuxième point, l'armée ukrainienne a des problèmes dans sa manœuvre. Là, ça s'appelle une manœuvre rétrograde, et depuis la bataille de Bakhmout, rappelez-vous, en mai 2023, Advitka en février-mars 2024, en fait, les Ukrainiens ne reculent jamais. C'est vrai qu'ils veulent tenir le terrain le plus longtemps possible. Malheureusement, si vous voulez, l'histoire est quasiment écrite. Je veux dire, encore une fois, la guerre, le combat, c'est un problème de rapport de force. C'est pas seulement un problème de volonté. Donc ce rapport de force aujourd'hui est défavorable et malheureusement je trouve que les Ukrainiens ne prennent pas assez en compte ce rapport de force qui aujourd'hui leur est défavorable. Il faudrait impérativement qu'ils manœuvrent, donc ils reculent de quelques kilomètres, je dirais une dizaine de kilomètres. Pourquoi? Parce que vous avez des coupures successives sur lesquelles l'armée ukrainienne pourrait s'appuyer. Et donc elle ne procède pas, et depuis le début du conflit, enfin à partir de novembre 2022, l'Ukraine a un vrai problème de manœuvre rétrograde et c'est vrai qu'ils n'arrivent pas à le faire pour des questions que je peux comprendre, des questions idéologiques, des questions liées au fait qu'ils ils ne lâchent pas un pouce de terrain, je peux le comprendre, mais malheureusement, encore une fois, on risque dans une situation à la Bakhmout où en fait ils vont perdre cette ville. De toute façon, ils vont la perdre. Aujourd'hui, le rapport de force leur est totalement défavorable. Voilà, défavorable. Alors Aline Lebaille-Crévert, on sent que vous n'êtes pas totalement d'accord, mais là, difficilement, on voit mal comment l'armée ukrainienne pourrait d'accord parce que résister. Voilà, on parlait d'une revue ukrainienne tout à l'heure, dont une partie de la rédaction est au front, et je trouverais en tout cas insultant et pas très respectueux de la résistance absolument héroïque que sont en train de mener les Ukrainiens, que de décréter là tout de suite, alors que ce ne sont pas les faits, alors qu'ils mettent tout pour essayer quand même de résister à la Russie. Et encore une fois, il est possible qu'il se passe beaucoup de choses. L'histoire, elle est jamais écrite. Et je voulais dire, ça n'a rien à voir. Alors, ça n'a rien à voir. Je vois bien pourquoi on peut faire la comparaison, c'est pas ça que je veux dire, mais enfin, c'est pas exactement la même situation qu'à Bakhmout ou à Avdiivka. Là, on est sur une phase de petits groupes infiltrés et d'une guerre de drones. On est dans une dimension aussi qui n'est pas... Il y a la question... a fait énormément de progrès sur les drones. Voilà. Donc, et à Bakhmout, ça n'avait rien à voir. Il n'y a pas de ligne de front à Avdiivka, à Pokrovsk. C'est une zone grise absolument géante. C'est l'épicentre des combats. Ça concentre 50% des bombardements, 30% des combats de tout le front, des 1000 km de front. Il y a une majorité des opérations de combat qui se déroulent en ce moment dans cette ville, mais ça n'a strictement rien à voir avec les batailles qu'il y a pu avoir à Bakhmout ou à Avdiivka. Alors, Pierre de Jong, je voulais vous faire réagir parce que vous nous avez parlé effectivement de ce rapport de force entre les deux. On a vu cette image, vous avez
vous l'avez tous vu, de ce chameau qui a été récupéré, utilisé par l'armée russe. Je voulais savoir si c'était totalement anecdotique. Le Moscow Times disait que effectivement, l'armée russe aussi a utilisé des ânes. Alors, on ne comprend plus très bien là, pourquoi. Alors, l'armée russe, elle est en pointe, elle n'est pas en pointe. Comment vous expliquez ça ? Bon, d'abord, vous savez, l'usage des animaux est un usage récurrent dans les armées. L'armée française utilise des mulets, par exemple, pour des questions logistiques et de transport de matériel. Donc on peut considérer qu'ils ont attrapé un chameau. Donc encore une fois, c'est vrai que c'est anecdotique. Je ne pense pas que ce soit un élément déterminant et qui marque le fait que l'armée russe ait des problèmes. Donc voilà, donc je pense qu'ils ont utilisé un chameau. Voilà, c'est une manière de faire de la logistique. Encore une fois, c'est pas tellement inhabituel. Maintenant, ce qui est inhabituel, c'est de l'attraper. Et puis évidemment, les Ukrainiens communiquent dessus, mais c'est de bonne guerre, comme on dit. Oui, juste pour rajouter là-dessus, en fait, ce que ça illustre aussi, c'est toute la difficulté d'acheminer la logistique dans les derniers kilomètres. En fait, il faut bien comprendre que dans les 20 kilomètres autour de la ligne de front, des deux côtés, il y a des drones qui volent en permanence. Et donc, chaque véhicule, qu'il soit blindé ou pas, est systématiquement visé par des drones. Donc, vous êtes obligé d'utiliser soit des groupes d'hommes qui se déplacent en fait en dehors des routes principales, soit effectivement des animaux parce qu'ils portent plus de charges utiles tout simplement. Mais le chameau, c'est vrai que ça peut sembler un peu particulier. Oui, mais pour le coup, c'est peut-être une unité de bourriade qui a amené des chameaux de Bourriassi. Enfin, je veux dire, on en a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il n'y a rien non plus d'extraordinaire. Mais enfin, c'est atypique, on est d'accord, mais c'est pas extraordinaire. Et surtout, je pense que ça reflète cette difficulté logistique qu'ont les deux côtés d'apporter notamment du ravitaillement sur les premières lignes en évitant les principales routes qui sont désormais quasiment impraticables en raison des drones. Et si Pokrovsk tombe, je sais qu'Aline Lebaille, vous ne voulez pas qu'on vende la peau de l'ours avant le cas de le dire. Je voulais juste dire que là, on ne peut pas dire c'est plié, c'est foutu, etc. C'est extrêmement difficile, voilà, mais ce n'est pas fait. Et tant que ce n'est pas fait, il n'y a pas de fait. Et donc là, l'urgence aujourd'hui, c'est de fournir des armes, d'utiliser les avoirs russes gelés, c'est de protéger le ciel ukrainien. Oui, l'Ukraine demande à corps et à cri depuis longtemps maintenant, notamment un renforcement de sa défense aérienne, parce qu'il y a un autre enjeu plus à l'arrière qui est en train de se dessiner de façon grave, c'est la question de comment les civils vont passer l'hiver alors qu'il y a des frappes russes qui ciblent les infrastructures civiles, les infrastructures d'électricité, de chauffage à dessein pour aussi démoraliser l'arrière, pour démoraliser le peuple. Voilà, donc il y a une urgence là-dessus. Donc il y a une urgence de coordination des alliés à se mettre en place parce que là, c'est maintenant qu'il y a eu des frappes dévastatrices avant-hier sur les infrastructures qui concernent le chauffage, l'électricité, l'énergie. Kiev était dans le noir, de nombreuses villes aussi. Il y a des centaines de milliers de personnes en ce moment qui n'ont pas d'électricité ou de chauffage. À l'approche du hiver, ça peut être rapidement extrêmement grave. Donc il y a ça à résoudre. Donc il y a une demande de sanctions, de récupération de ces fameux avoirs russes gelés qui pourraient résoudre des questions économiques ou avoir un bon cas sur la question de la récupération de l'aide militaire. L'Ukraine a besoin d'armes, elle a besoin de ces sanctions, elle a besoin de ces avoirs russes, elle a besoin de défense aérienne, elle a besoin de systèmes, peu ou prou, ça a été redit par Volodymyr Zelensky hier, il y a un seul système de défense aérienne qui peut arrêter certains types de missiles dévastateurs, c'est le système Patriot, donc c'est comment les alliés vont se coordonner pour pouvoir les récupérer. Voilà, Ulrich Bouna, c'est ça, c'est la décision des alliés, peut-être de Donald Trump, qui on sent est toujours en train de tergiverser. Oui, de toute façon, Donald Trump, il a une approche purement mercantile de ce conflit. Donc, en fait, il est tout à fait prêt à fournir des armes à l'Ukraine si et seulement si les Européens sont prêts à payer. Donc, en fait, c'est ça, finalement, le cœur du sujet. Ces avoirs, en fait, russes dont on parle, c'est tout simplement parce que les Américains se retirant complètement financièrement de cette guerre, que ce soit en finançant l'État ukrainien, qui est à plus de 50% dépendant de l'aide financière internationale, ce sont les Européens qui doivent prendre, en fait, leur responsabilité et la responsabilité de l'Ukraine en main. Donc, c'est un choix, à mon sens, qui ferait sens puisque c'est la sécurité de l'Europe qui est en jeu, mais ça suppose des investissements, ça suppose beaucoup d'argent, que ce soit pour acheter des armes aux États-Unis ou pour financer l'État ukrainien. Et la question, c'est du coup, est-ce qu'on saisit ces avoirs gelés russes avec toutes les conséquences légales que ça a, ou on fait autrement, mais ça suppose, par exemple, d'augmenter les impôts. Voilà, écoutez, on y reviendra certainement dans 64 minutes. Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat.